Chers amis développeurs, chers amis clients, bonjour. Cette nouvelle vidéo présente le retour d'expérience de Benoît sur le thème du télétravail. Benoît est développeur senior Full Stack JS et travaille à partir de la campagne dans le Morbihan. J'ai rencontré Benoît dans le cadre d'une mission de recrutement. Je cherchais un dev senior JS à l'ouest de la ligne Lille-Paris-Marseille et je tombe sur Benoît. Benoît me dit qu'il est intéressé pour en savoir plus sur le job. Nous convenons d'un rendez-vous pour un entretien et lors de l'entretien, on s'aperçoit que l'on habite à 5 km l'un de l'autre. C'est vraiment une surprise. Finalement, il a préféré rejoindre une entreprise de cybersécurité et depuis, nous parlons apiculture. Benoît fait partie de ceux qui ont inspiré The Remote Tribe. The Remote Tribe est une communauté de développeurs logiciels qui travaillent en distanciel et qui partagent des valeurs communes sur l'agroécologie et sur la résilience. Bon visionnage à toutes et à tous, l'interview commence. Alors donc je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans, j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'informatique en 2006 je suis ce qu'on peut appeler un développeur full stack. Donc j'ai plutôt un profil orienté sur des technos Python, JavaScript, un peu de Node.js aussi, même beaucoup. Je fais aussi du front avec des frameworks comme Vue.js. Et puis je travaille aussi avec plusieurs moteurs de base de données comme MongoDB, MariaDB, PostgreSQL, voilà, de manière générale. Et actuellement je suis développeur full stack senior pour une entreprise parisienne qui travaille dans la cybersécurité. Donc on s'occupe essentiellement de monitorer les fuites de données pour nos clients, des fuites de données sur des serveurs divers et variés, dans le cloud, sur des bases de données, serveurs de fichiers, voilà, on a tout un éventail de compétences sur divers supports, et on s'occupe aussi de monitorer tout ce qui est Shadow IT. En fait, ça correspond à ce que les entreprises pensent avoir, mais qu'elles n'ont pas une vision complète sur la chose. Donc en fait, nous on apporte une vision complémentaire sur le périmètre extérieur aux entreprises. Les entreprises ont des serveurs en interne, derrière des firewalls, des serveurs de fichiers très sécurisés. Tout ça c'est à l'intérieur du périmètre de l'entreprise, ça c'est très maîtrisé. Mais tout ce qui est à l'extérieur, notamment dans les chaînes de prestations pour des grosses entreprises, ça peut être parfois problématique. On a souvent des prestataires qui ont des serveurs ouverts, mal sécurisés, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que les entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc l'entreprise s'occupe de ça. Et accessoirement, je suis consultant informatique indépendant et je travaille avec des commerçants de détail pour leur fournir des sites internet clés en main. Voilà, sur des technos plutôt PHP, PrestaShop, etc. Juste pour compléter, ton entreprise est à Paris, mais oui. Toi-même tu habites à côté de Vannes. Oui, exactement. Oui, je suis basé en Bretagne, avec un accès facile à Paris par le TGV. Et, ok. On peut nommer l'entreprise? Je préfère pas. Okay. Je préfère pas pour des raisons de sécurité, toujours. Ok. Et ok, merci. Voilà, donc tu travailles en télétravail, ça fait déjà 1 an et demi que tu es chez eux, c'est ça? Oui, exactement. Et donc déjà, tu as pris tes marques au sein de l'entreprise, beaucoup travaillent en télétravail. Comment s'organise la semaine avec tes collègues? Comment ça se passe? Parce que vous ne voyez pas, donc... Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, c'est un vrai challenge. En fait, le travail est très structuré. On a une base de travail agile, orientée Scrum. Et en fait, on découpe le travail sur une roadmap trimestrielle. Donc on a 4 trimestres dans l'année. Donc chaque trimestre a ses propres objectifs. Et ensuite, les équipes sont complètement autonomes pour prendre un engagement à respecter autant que possible cet objectif.
et elles sont complètement autonomes sur la découpe du travail et les moyens à mettre en œuvre pour y arriver, l'organisation des équipes, tous les rituels. Chaque équipe a ses propres rituels, sa propre organisation de travail, et voilà, on fonctionne avec des rétros de sprint, ce qui nous permet aussi de faire une amélioration continue par rapport à tout ça. Ok, et donc en fait, tout ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement qu'on trouve dans une entreprise entre guillemets classique en bureau physique et qui est complètement adapté à votre mode de travail en télétravail. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de différence avec une entreprise, on va dire classique, c'est-à-dire où les employés sont sur site. Effectivement, c'est assez similaire, à la différence près que voilà, on fonctionne beaucoup par meeting vidéo, donc bon, il y a des contraintes techniques et des contraintes sur les échanges qui sont un petit peu différentes. C'est pas pareil que d'être en présentiel avec les collègues. Okay. Et as-tu un rituel? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que voilà, que tu te lèves le matin, tu sais que de la journée tu ne vas pas rencontrer de collègues, il n'y a pas de pause café, il n'y a pas, voilà, est-ce que tu t'es mis des rituels? Oui, tout à fait. Alors c'est pas un rituel que j'avais au début, mais que j'ai mis en place petit à petit parce que justement j'en avais besoin. Le vrai rituel, c'est le matin, café et focus sur le travail à faire. Alors je me suis organisé comme ça parce qu'en fait on a un rituel d'équipe à midi qui dure un petit quart d'heure, qui est en fait le daily, le meeting daily de l'équipe. Et donc moi j'aime bien faire un vrai focus sur le travail à faire le matin, faire un bilan à la mi-journée avec l'équipe justement sur mes problèmes ou les choses sur lesquelles j'ai pu avancer. Et l'après-midi, on est plus sur un travail vraiment global d'équipe, d'entreprise, où là, on va être plus sur donner un coup de main pour faire du support, répondre à des questions posées par un collègue, faire de la review sur du code qui a été posté le matin, justement. Donc ça me permet d'être bien calé sur le rythme de l'équipe et de l'entreprise, en fait. Ok. Et quels sont les outils collaboratifs que vous utilisez? Alors, toute l'entreprise travaille avec la suite Google, donc le Gmail, le calendar, chat, les groupes, etc. Ça nous permet d'avoir une expérience uniforme au niveau de l'entreprise. Chaque équipe s'organise un peu comme elle le veut, mais globalement, on a un salon dédié à l'équipe, un salon dédié à l'ingénierie, et divers salons sur différents projets. Donc on peut vite arriver à un nombre de salons assez délirant et il faut faire attention à ça justement. Parce que beaucoup de salons, ça veut dire beaucoup de notifs, ça veut dire beaucoup de messages et ça peut parfois perturber un petit peu le travail, surtout quand on veut rester concentré. En fait, on a tout le temps la petite sonnette qui dit qu'on a un nouveau message, donc c'est un peu perturbant. C'est pour ça que le matin, moi je coupe les notifications justement quand j'essaye de me concentrer. Je coupe les notifications pour 3 heures. Je sais que j'ai 3 heures de temps devant moi où je ne suis pas trop dérangé. Je peux quand même regarder dans le chat s'il y a des messages, mais c'est mon initiative. Ce n'est pas mon cerveau qui est interrompu parce qu'il y a une sonnette qui retentit toutes les 30 secondes. Ok. Donc en fait ton rituel, c'est un mix entre un rituel perso et un rituel d'entreprise. On va retrouver, voilà, tu prends ton petit déj, mais tu commences assez rapidement à penser entreprise dès ce moment-là. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu coupes les notifs toute la matinée. Comme ça te permet de rester focus sur les sujets, tout en ayant un œil sur ce qui se passe à côté, mais tu n'es pas dérangé par les notifications qui, elles, effectivement, qu'on soit au bureau physique ou en télétravail, en remote, les notifs sont très perturbatrices. Ok. Et l'après-midi, en fait, tu laisses l'après-midi pour pouvoir justement gérer les événements en temps réel, entre guillemets. Oui, en temps réel. Alors on fonctionne un petit peu en asynchrone aussi, c'est-à-dire que
les gens postent sur un salon le fait qu'ils ont travaillé sur un sujet, qu'ils ont validé le code qu'ils ont produit, et demandent à ce que ce soit regardé par quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est un processus qui peut prendre parfois plusieurs heures. Donc en fait, il y a une petite phase d'attente, donc on essaye tous de mettre la main à la pâte. C'est pas tout le temps la même personne qui regarde le code, c'est vraiment assez fluide en fait, mais c'est bien qu'elle est comme ça. Ok. Et alors un sujet en fait, c'est une question sur les tests. C'est bien sûr les tests, on va les retrouver dans une entreprise traditionnelle, mais les tests peuvent être plus difficiles à mettre en place, ou l'organisation au sujet des tests peut être plus difficile à mettre en place quand on travaille à distance, parce qu'on est éloigné des gens, on n'a pas toujours, quand on entend test, c'est lié à la qualité, on parle de la documentation, quelle est la part de l'écrit, du verbal, comment, bien sûr, on va avoir au niveau process de test, on va en mettre en place des outils, mais il y a toujours un facteur humain qui est important dans les tests. Oui, alors, dans cette entreprise-là, je ne l'ai pas trop ressenti. Quand je suis arrivé, la couverture de test était déjà plutôt bonne. Il y avait une vraie volonté de l'améliorer, mais c'est un travail qui avait déjà été entrepris avant que j'arrive. Ça n'empêche qu'on a quand même effectivement toujours un œil dessus, de voir qu'on garantit bien une bonne couverture au niveau des tests. En fait, on a plusieurs niveaux de tests. Déjà, on travaille en intégration continue. Donc en fait, le développeur est complètement autonome sur les tests. C'est pas une autre équipe qui fait les tests unitaires ou les tests d'intégration. Ça, c'est le développeur qui le fait. On fait aussi un petit peu de maintenance sur les tests front, avec des outils comme Playwright qui permettent de manipuler un petit peu le browser. Et tout ça, ça fait partie du périmètre du développeur. Si le développeur modifie quelque chose, il est responsable du fait que les tests doivent passer là-dessus. Et on a une deuxième phase de test qui est un petit peu plus asynchrone, qui correspond à de l'assurance qualité. Où là, on a une équipe dédiée qui a monté plein de tests sur des appels d'API, sur des scénarios métiers réels. En fait, le développeur, lui, s'occupe plus de couvrir toutes les boucles et tous les blocs de code qui correspondent à son code, et l'assurance qualité va plus couvrir les scénarios. Et en fait, ça permet de faire vraiment une bonne passe quand même sur tout ce qu'on produit. Ça permet d'éviter pas mal d'écueils au niveau des régressions. Et ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on en est à un stade où en fait, on fait à peu près 2 ou 3 releases par semaine. Donc c'est l'équipe qualité qui est en charge de ça, c'est-à-dire que c'est elle qui donne le tampon pour dire c'est bon ou c'est pas bon, et c'est elle qui fait les releases de l'ensemble de la plateforme. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ces tests-là soient réintégrés dans la chaîne d'intégration continue, ce qui nous permettrait de dire qu'on couvre les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests front, et en plus l'assurance qualité, tout ça dans un même workflow, ce qui nous permettrait de faire ensuite du déploiement continu, c'est-à-dire grosso modo, c'est un développement, une release. Et ça, c'est vraiment un objectif qu'on voudrait atteindre. Ça nécessite quand même pas mal de travail, mais c'est très intéressant de pouvoir faire des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on voudrait vraiment mettre en place. Ouais. Ok. Et la partie culture de l'écrit? Alors, la culture de l'écrit, alors c'est vrai que c'est une partie qui est assez importante, surtout quand on est à distance. Parce que, alors, il y a 2 raisons. La principale raison, c'est qu'il y a pas mal de turnover sur notre secteur d'activité. Et donc, en fait, si on fait que de la tradition orale, on perd la connaissance. On est tout le temps obligé de demander aux plus anciens collègues du bureau si la connaissance de telle ou telle fonctionnalité, de tel ou tel scénario un petit peu bizarre, un peu en bordure des scénarios classiques. Et donc ça, c'est la première chose. Donc la culture de l'écrit, c'est quelque chose de très important dans cette entreprise-là, parce qu'on est beaucoup en remote en fait. Il y a des gens qui sont basés à l'étranger, il y a des gens en France. La plupart des équipes travaillent en distanciel, donc c'est très important d'avoir un référentiel, des référentiels de connaissances assez fiables.
C'est important parce qu'on a un gros turnover sur notre secteur d'activité. Donc en fait la connaissance, elle s'en va quand les gens s'en vont. Donc c'est important que ce soit écrit noir sur blanc quelque part. Et comme on travaille beaucoup en distanciel depuis la pandémie de Covid, c'est vrai que ça a pris une importance supplémentaire, je trouve. C'est beaucoup plus important maintenant que tout le monde est un peu tout le temps en remote, d'avoir une bonne base de connaissances. Et pour ça, on a plusieurs outils. Déjà, chez nous, chaque équipe a un wiki dédié qui permet de travailler un peu plus sur la partie technique, installation du poste, questions techniques relatives au développement, parfois les bonnes pratiques ou les normes de développement qu'on veut mettre en place. On a aussi décidé de faire en sorte que toute la connaissance métier elle soit dans le code. C'est-à-dire que le code doit être lisible, compréhensible pour bien comprendre les scénarios qui sont traités. C'est fait aussi également au niveau des scénarios des tests unitaires. Ça peut paraître idiot, mais le nom d'un test donne quand même le ton sur ce qui est couvert. Et donc en fait, quand on lit l'ensemble des titres des tests qui sont faits, on doit à peu près savoir si on a couvert tous les cas ou pas. Et si on rencontre un bug, la première chose à faire, c'est de coder le bug dans un test et de s'assurer qu'effectivement ça se passe pas bien. Donc on fait ça, bon voilà, il y a les commentaires, les choses classiques. Et puis au niveau de l'entreprise, on a un troisième niveau qui est un niveau plus, c'est pas un wiki, mais c'est plus une base de connaissances partagée, collaborative, où tout le monde dans l'entreprise peut venir rajouter sa petite pierre. Et ça fait un peu foi quand il y a des questions entre le produit, le marketing et la partie ingénierie. C'est vraiment le référentiel qui dit ce scénario-là doit être fait comme ça. Ce qui permet quand même de traiter un peu toutes les questions. Et en fait, tout le monde vient alimenter et vient lire cette base de connaissances. Alors c'est parfois un peu compliqué parce que c'est très volumineux, il y a beaucoup de connaissances. Mais je pense que c'est une bonne pratique en fait en vrai. Ok. Voilà. Ok. Compris. Ok. On va passer sur un autre sujet, jusqu'à présent, on a parlé de l'entreprise, le fonctionnement au sein de l'entreprise. Maintenant, l'idée, c'est de parler un peu plus de toi et de partager ton expérience, par exemple, entre ton vécu en tant que salarié pour une entreprise traditionnelle, c'est-à-dire être au bureau physique, et maintenant le télétravail, où là, c'est quand même un changement important pour toi en tant que personne. Et voilà, déjà, est-ce que tu as déjà travaillé sur site ? Oui, oui, comme la plupart des gens, oui. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours été sur site. En fait, j'ai arrêté de travailler sur site au moment de la pandémie du Covid, comme beaucoup de monde en fait en réalité. Comme beaucoup, oui. Ouais. Et pour toi, quelles sont les différences majeures entre les deux aspects qui sont quand même très importants ? Alors, moi, ce que j'ai ressenti le plus, c'est la difficulté pour une entreprise à garder la cohésion de ses équipes et à faire en sorte que les échanges soient de bonne qualité. C'est pas facile de garder la cohésion d'équipe quand tout le monde est chacun dans son coin. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est la qualité des infrastructures techniques qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a un déploiement de la fibre qui se fait quand même au niveau national, mais tout le monde n'a pas accès à la fibre. Moi, j'ai pas accès à la fibre, par exemple. Et donc des fois, ça peut être un peu compliqué de comprendre tout ce que les collègues disent. Il peut y avoir des petits lags, il faut faire répéter les gens et tout ça. Donc au niveau de la capacité à communiquer, c'est aussi assez compliqué. Du point de vue du travail, l'organisation du travail, l'autonomie, etc., c'est pas vraiment un problème pour moi, mais c'est plus sur les échanges. Il faut réapprendre à communiquer d'une manière différente quand on est à distance par rapport à quelqu'un qui est sur site. Mais tu veux dire que en fait, le facteur limitant dans ton cas, c'est plutôt la qualité de la bande passante qu'un aspect humain ou un aspect relationnel ou un aspect organe. Oui, parce que le management est beaucoup justement attaché à garder cette cohésion d'équipe. C'est quelque chose qu'ils avaient bien travaillé
avant la pandémie, quand tout le monde était sur site. Et avec la pandémie, ils ont dû revoir un peu leur copie. Et donc en fait, pour moi, c'est vraiment la technique qui est limitante aujourd'hui, parce que le management a mis en place des petits rituels, justement. On a des petites sessions de jeu, une fois toutes les quinzaines, où n'importe qui peut venir et participer à un jeu en ligne. Donc ça reste en ligne, mais voilà, c'est quand même un moment de détente. Et puis on a aussi un petit système en interne qui nous permet de simuler des discussions de machine à café qui n'existent pas quand on est en distanciel et qui sont malgré tout quand même très importantes dans une entreprise, de pouvoir croiser les collègues, dire bonjour à la machine à café, comment ça va, qu'est-ce que tu as fait ce week-end. Voilà, c'est des choses qui paraissent anodines mais qu'on n'a plus quand on est à distance. Donc moi, c'est une question que je pose à chaque fois que je croise quelqu'un dans une réunion. Je commence juste par lui demander comment ça va et s'il a passé un bon week-end, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Ça permet de recréer un peu cette cohésion qui s'est un peu perdue d'une manière différente. Oui, retrouver une certaine convivialité entre les gens. Oui, ouais, tout à fait. Virtuellement. Virtuellement, oui. Toujours. Et de ton point de vue, qu'est-ce qui fait que le travail à distance peut fonctionner ? Tu l'as déjà évoqué, mais est-ce que tu peux faire un focus oui. là-dessus, sur qu'est-ce qui fait que ça marche ? Oui, ce qui marche pour moi, c'est la confiance que vont mettre les managers, alors, que ce soit des managers d'équipe à leur niveau, mais aussi dans toute la chaîne hiérarchique de l'entreprise. C'est la confiance que les managers ont dans les collaborateurs de l'entreprise. Et si on recrute des gens qui sont sérieux, qui sont impliqués, et si on leur donne beaucoup d'autonomie, moi je pense que ça se passe bien en fait. C'est pas, je trouve que c'est pas limitant. Par contre, ça nécessite d'être assez précis sur les gens qu'on recrute. Le télétravail, c'est pas fait pour tout le monde pour moi. Il faut essayer pour voir si ça fonctionne. Hein. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. J'ai des collègues là par exemple qui quittent l'entreprise parce que justement on est en train de basculer sur un modèle tout télétravail alors qu'eux préfèrent quand même un modèle hybride, voire tout le temps sur site pour des raisons justement sociales et ça leur convient pas. Donc en fait ils préfèrent quitter l'entreprise plutôt que de rester sur ce modèle là. Ok. Et dans ce cas-là, est-ce que d'un point de vue recrutement, ça devient un frein ou ça reste un élément positif pour permettre des recrutements plus larges ? Ah oui, clairement, l'ouverture de l'entreprise au télétravail permet de faire des recrutements plus larges au niveau national. Je pense qu'avant le Covid, il y avait certaines entreprises de la tech qui étaient un peu limitées sur leur recrutement, qui avaient beaucoup de mal à recruter. Et en fait, tout ça, les cartes ont été un peu rebattues avec le Covid. Les entreprises qui sont passées en télétravail, elles ont élargi leur base de recrutement, ce qui fait qu'elles ont pu recruter les profils qui les intéressaient. Et pour moi, c'est une bonne chose. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu préfères ? Le télétravail ou bien travailler sur site ? Moi, je préfère le distanciel, clairement. Ça me permet d'éviter surtout des temps de trajet. Moi j'habite à la campagne, donc les temps de trajet c'est toujours un peu rallongé. Je pense que pour les gens qui habitent à Paris en banlieue, ça doit être un peu pareil. Quand il faut commencer à faire 2 heures de trajet par jour en voiture ou en RER, ça devient tout de suite un peu contraignant. Et en fait ce temps-là, il est mis à profit sur d'autres choses, des projets perso, des activités physiques, ou même juste prendre son temps dans la journée, éviter de courir. Donc pour moi c'est un bénéfice général. Voilà. Ok. Et quels sont les... Ok, donc pour toi le télétravail c'est quelque chose de positif. Au final pour ton entreprise c'est aussi un axe stratégique de développement. Oui. Et quels seraient les points d'amélioration ? Maintenant que 2020 est passé, ça fait déjà 2 ans que le télétravail est devenu entre guillemets une référence pour beaucoup d'entreprises et d'employés. Quels sont les points d'amélioration que tu aimerais voir ou rencontrer ? Alors pour moi le vrai point d'amélioration dans mon quotidien ce serait de pouvoir passer à la fibre optique.
Ça me permettrait d'avoir quand même un plus grand confort de travail et puis d'être plus efficace, hein, parce qu'il y a des fois, j'installe des modules ou je télécharge des paquets et avec la ligne que j'ai, c'est un peu compliqué. Ça peut prendre des fois 2 jours. Donc moi j'aimerais bien passer à la fibre optique et puis ça permettrait quand même à mon entourage de profiter de ça aussi, parce que quand moi je travaille, des fois si j'ai une réunion importante, je sais que par exemple je vais demander à quelqu'un dans la maison de ne pas regarder la télé en même temps, parce que ça tire sur la bande passante et du coup ça me pénalise dans ma compréhension pendant la réunion, donc je suis obligé quand même de prendre des précautions, c'est un peu contraignant, voilà. Mais bon, je pense que les pouvoirs publics ont un grand rôle à jouer là-dedans et je pense qu'il faudrait accélérer un peu la transition au niveau national sur la fibre optique. Donc toi perso, le point d'amélioration c'est le débit. Ouais, clairement. D'un point de vue perso, pro, et aussi l'environnement autour de toi, ce que permet le télétravail avec les incidences positives et négatives. Déjà, pourquoi tu as choisi le télétravail? T'auras pu rester là où tu étais en entreprise, même en télétravail partiel. Est-ce que maintenant c'est devenu un choix prépondérant ou bien comment tu vois ça? En fait, donc avec la pandémie de Covid, donc j'ai travaillé tout le temps pendant les confinements, donc j'étais j'étais pas en mode hybride, hein, on était vraiment tous à la maison et c'était pas en temps partiel, donc en fait ça m'a permis de valider quand même le fait que j'arrivais à travailler à distance avec les outils qui étaient fournis par l'entreprise, mais ça m'a permis de valider quand même un petit peu mes capacités à être autonome, à savoir bien travailler en distanciel, parce que c'est pas forcément une évidence. Et en fait, les entreprises, elles aussi, elles ont basculé sur un mode Covid, où en fait elles ont élargi leur base de recrutement. Donc en fait tout ça s'est un peu rencontré. Et moi, ça m'a permis d'élargir aussi ma base d'entreprises pour lesquelles potentiellement je pouvais travailler. Parce que forcément, on est limité par l'écosystème local d'entreprise. C'est pas extensible à l'infini. Alors, il y a plus d'entreprises à Paris que là où j'habite, par exemple, et plus d'entreprises intéressantes. Et donc, c'est une opportunité que j'ai pris au vol. Le fait qu'il y avait pas mal d'entreprises qui voulaient quand même élargir leur base de recrutement et qui acceptaient du 100% télétravail. En fait. Ouais, c'était à élargir la base. Et d'un point de vue familial, comment ça se passe? Quel est le retour? Quel est le ressenti? Alors, globalement, ça se passe bien. Comme je disais tout à l'heure, il y a des problèmes de débit. Il faut partager l'infrastructure de la maison. Il faut aussi partager les espaces, parce que des fois, on a besoin d'être un peu plus confiné dans le bureau pour participer à une réunion. Donc il y a des petits automatismes qui se mettent en place. Après, moi je pars pas au travail comme tout le monde, mais j'ai mon petit rituel du matin où je me mets en condition. Je vais faire un petit tour dehors, un quart d'heure avant d'aller au bureau. Je fais chauffer mon café, je prends ma tasse et ça y est, c'est parti. Mais globalement, ça se passe bien. Okay. Et alors ça, c'est une question beaucoup plus large. Il y a le contexte économique et caniculaire que l'on vient de vivre. Comment tu te vois dans le monde de demain? Alors, c'est une question un peu philosophique, mais comment tu te vois dans le monde de demain et en quoi le télétravail ou le gain de temps que te permet le télétravail ou bien l'accès à des entreprises que tu n'avais pas accès avant parce que c'était éloigné, comment tu le vois ce monde qui arrive à grands pas au final? Oui, tout à fait. En fait, moi je pense que le monde de demain il est quand même assez incertain. Je ne pense pas qu'on va revenir à des confinements comme on a connu récemment, sauf imprévu. Mais je pense que le télétravail va quand même se généraliser parce qu'il y a un cap qui a été franchi quand même dans la tête des entreprises, certaines entreprises, et dans la tête des employés aussi. Je pense qu'il y a des contraintes qui arrivent, on commence à en entendre parler sur l'accès à l'énergie,
la disponibilité de certaines énergies qui vont se raréfier, qui vont devenir plus chères. Donc il y a des contraintes, on a des contraintes sur les trajets par exemple. Faire un trajet domicile-travail, aujourd'hui ça revient plus cher à un salarié que ça coûtait il y a 2 ans par exemple. Donc les salariés, ils font vite le calcul, hein, ils se posent les questions par rapport à ça. Et je pense que c'est un phénomène qui va se généraliser. Alors on ne sera peut-être pas forcément sur un mode télétravail total, mais en tout cas je pense que le mode hybride va beaucoup se développer. Et ça c'est un défi à relever pas tant pour les salariés, mais plutôt pour les entreprises, qui vont devoir mettre à disposition les outils, les infrastructures nécessaires pour que leurs salariés continuent à être productifs. Et c'est un défi aussi pour les managers qui vont devoir adapter leur méthodologie à ce mode de travail de demain. Pour celles qui hésitaient encore après le Covid, l'augmentation des prix va être le coup fatal pour... Oui, clairement. Je pense clairement que ça va en inciter plus d'un à franchir le cap, ou en tout cas à conforter certaines décisions qui ont été prises il n'y a pas très longtemps. J'espère que cette interview avec Benoît vous a plu. Le télétravail est vraiment un atout important pour sa balance vie pro-vie perso. Ça lui a permis de s'ouvrir à de nouvelles opportunités de travail tout en diminuant ses temps de trajet. Merci et à bientôt.